précédente vidéo, je vous parlais des 5 habitudes lorsque l'on a un trouble inflammatoire du système digestif tel que le SI, le syndrome d'intestin irritable. 5 entre guillemets erreurs qu'il faut essayer de limiter ou d'abandonner. Et dans cette vidéo, j'ai envie de partager avec vous 5 conseils, 5 habitudes qu'il serait intéressant d'intégrer dans notre vie lorsque l'on est concerné par le syndrome d'intestin irritable. Donc ça concerne également les personnes qui ont des troubles digestifs de type inflammatoire plutôt situés dans la sphère digestive basse comme la maladie de Crohn ou une rectocolite hémorragique. Si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo, celle justement avec les 5 habitudes erreurs à éviter, je vous encourage vivement à la regarder avant de visualiser celle-ci. Je pense que ça pourrait être utile pour la suite et la compréhension de cette vidéo. Souvenons-nous que l'amélioration de notre bien-être physique et psychologique lorsqu'on est concerné par le SI va dépendre de 3 facteurs. Le premier facteur, c'est notre état inflammatoire présent, celui-ci pouvant être variable tout au long de notre vie. Donc il y a des périodes où on peut avoir un système digestif un peu moins sensible et d'autres moments de notre vie où on peut connaître des pics inflammatoires. Le deuxième facteur qui va influer sur notre bien-être, c'est nos habitudes alimentaires actuelles. Si on a une alimentation qui effectivement comporte des aliments qui vont accentuer nos troubles digestifs, il est normal qu'on ait plus souvent des troubles digestifs qu'à d'autres moments où on a une alimentation un peu plus saine et surtout qui est personnalisée en fonction de notre profil et de notre sensibilité digestive. Et le troisième facteur, c'est l'état émotionnel dans lequel on se trouve dans notre vie à l'instant T. Et ça concerne autant les choses dont on a conscience et sur lesquelles on travaille ou on essaye de travailler, ainsi que les choses dont on n'a pas forcément conscience, qui peuvent être liées par exemple à des choses de l'ordre du transgénérationnel ou à des chocs traumatiques passés. Donc maintenant, les 10 conseils holistiques. Donc le mot holistique fait référence à l'holisme, qui est un des principes majeurs de la naturopathie. Et qu'est-ce que ce principe signifie? Ça signifie tout simplement des choses qui vont toucher plusieurs facettes, plusieurs facteurs composant notre équilibre de vie. En naturopathie, il existe 10 techniques, dont 3 majeures. Les 3 techniques majeures sont l'alimentation, la gestion émotionnelle, la psychologie, ainsi que l'exercice physique. Et il en existe d'autres, comme les techniques manuelles ou réflexes. Par exemple, l'ostéopathie est une technique manuelle et réflexe, ou simplement adopter certaines positions quand on fait du yoga. Tel ou tel mouvement ou telle position va avoir une action, un résultat au niveau physique, au niveau de nos viscères, de nos muscles, etc. Parmi les 10 conseils que l'on va voir ensemble maintenant, certains seront rattachés à la sphère alimentaire, d'autres à la sphère psychologique, aux techniques manuelles, etc. De manière à avoir un impact un peu plus fort et assurer un mieux-être qui pourra vraiment s'inscrire sur une longue durée. Donc on va débuter avec les conseils liés autour de l'alimentation. Donc le premier est d'adopter une alimentation pauvre en FODMAP. Donc FODMAP n'est pas un mot, c'est un acronyme où chaque lettre désigne une substance qui va se retrouver dans certains groupes d'aliments. Donc ça désigne majoritairement des glucides simples et complexes qui vont se retrouver dans certains fruits, dans certains légumes, dans certaines noix, graines d'oléagineuses, légumineuses, produits laitiers, etc. Chez les personnes atteintes du syndrome d'intestin irritable, le système digestif et plus précisément l'intestin et le côlon chez ces personnes ne peuvent pas digérer, ne peuvent pas traiter ces glucides. Lorsqu'on en mange en une trop grande quantité, cette quantité étant variable selon la sensibilité de chacun, leur présence dans notre côlon, dans notre intestin, va attirer à eux les fluides, donc ça peut être des jus de légumes, de l'eau, des tisanes ou n'importe, et le tout va se distendre et va provoquer des fermentations dans notre intestin et il va y avoir une réaction en chaîne avec des spasmes, peut-être des douleurs, des troubles du transit et autres. Donc adopter une alimentation pauvre en FODMAP, c'est limiter ce risque de réaction en chaîne, de fermentation, et ça va être également un moyen de désinflammer notre système digestif justement de par l'éviction de ces aliments. Donc sur internet on peut retrouver des listes d'aliments justement à éviter et ceux à privilégier lorsque l'on suit une alimentation pauvre en FODMAP. Il y en a une qui est disponible sur mon site où vous pouvez également retrouver cette liste dans mon livre. La deuxième clé, c'est de veiller à consommer régulièrement des protéines qui soient bien assimilées. Et j'insiste sur le mot
assimilées. Donc pour rappel, on peut trouver des protéines dans les légumineuses, le soja et ses produits dérivés, les œufs, les produits laitiers, les poissons et les viandes. En l'occurrence, les légumineuses contiennent des FODMAP, le soja également, mais un peu moins. Donc certaines personnes, selon la sensibilité de chacun, vont plus ou moins bien tolérer le soja et ses dérivés. Les œufs ne contiennent pas de FODMAP, mais contiennent une certaine dose de soufre. Et chez certaines personnes concernées par le SI, la consommation d'œufs ne posera aucun problème. Et chez certaines personnes, il y aura peut-être une sensibilité, donc ça sera plutôt à éviter. En ce qui concerne les produits laitiers, il vaut mieux privilégier les fromages affinés, donc à pâte dure, comme une tonne de chèvre ou de brebis. Le lait de brebis et de chèvre étant plus digeste, ou d'autres fromages affinés comme le comté, le parmesan, la mimolette, etc. Donc les protéines qui seront extrêmement bien tolérées et assimilées chez les personnes ayant le SI, ça sera principalement le poisson ainsi que les viandes blanches et rouges. Donc en fonction de nos valeurs, de notre sensibilité au niveau éthique par rapport au bien-être animal, etc., ça sera à chacun d'essayer de composer avec notre sensibilité digestive et notre choix de consommer ou non certains aliments. Le troisième conseil est de très bien choisir les acides gras que l'on consomme. Une consommation quotidienne d'oméga 3 me paraît intéressante de par ses propriétés anti-inflammatoires d'une part et bénéfiques pour le système nerveux, tous les troubles du système nerveux. On va retrouver des oméga 3 dans les huiles de chanvre, de noix principalement, c'est celles qui sont les plus équilibrées de par leur profil nutritionnel. On va également retrouver des oméga 3 dans l'huile de lin, de cameline, qui contiennent beaucoup plus d'oméga 3 mais qui sont un peu moins stables et qu'il faut éviter de consommer quotidiennement sur le long terme, car une trop grande consommation sur le long terme, encore une fois, peut provoquer des petits déséquilibres. Mais si c'est par cure, on peut en consommer sans problème. On va également retrouver des oméga 3 dans certains poissons gras. Et bien sûr, les oméga 3 étant sensibles à la chaleur, on va privilégier des cuissons douces comme une cuisson en papillote ou à la vapeur. Une deuxième source d'acides gras très intéressante lorsque l'on a le SI, c'est le ghee, qui s'écrit GH2E, que l'on appelle également le beurre clarifié ou l'or de l'Ayurveda. Cette matière grasse a l'avantage de contenir de l'acide butyrique que l'on retrouve dans aucun autre aliment et qui est très intéressant justement dans le cas des inflammations au niveau de l'intestin. Le quatrième conseil concerne les boissons. En règle générale et tout particulièrement durant la saison froide, donc durant l'automne et l'hiver, il est intéressant d'opter pour la consommation d'eau tiédie, voire légèrement chaude, plutôt que de l'eau à température ambiante, et il faut surtout éviter l'eau froide ou glacée. C'est un petit geste tout simple qui contribue à soutenir le feu digestif que l'on nomme Agni en Ayurveda. Et le reste du temps, notamment entre les repas, espacé de 2 heures avant ou après un repas, c'est intéressant de prendre des tisanes, des infusions et des décoctions de plantes qui sont adaptées à notre profil, à nos troubles digestifs selon le type de déséquilibre au niveau du transit que l'on a ou comment se manifestent les troubles de notre syndrome d'intestin irritable, si c'est plutôt au niveau de l'intestin, de l'estomac, du foie, etc. On en arrive à la partie des compléments. Donc le cinquième conseil, c'est de faire une cure de glutamine. La glutamine est un complément alimentaire qui est très intéressant et important en cas de syndrome d'intestin irritable. Plus élevée et importante est l'inflammation et plus longue devra être notre cure en glutamine. La glutamine a la propriété, une fois qu'elle est mélangée avec de l'eau, à agir comme un pansement au niveau de notre intestin et elle va également stimuler les différents sites de notre intestin qui sont devenus poreux, inflammés, etc. Alors pour que la cure soit effective, il faut la prendre mélangée avec un grand verre d'eau, soit température ambiante, soit tiédie, de préférence entre les repas, et en prendre à raison de minimum 5 grammes par jour. Et pour cette raison-là, c'est plus pratique de la prendre sous forme de poudre que sous forme de gélule. Alors attention, la glutamine ne doit pas être prise
indéfiniment, car certaines études ont montré qu'il y avait une corrélation entre la prise de glutamine, un lien avec la croissance cellulaire qu'elle pouvait engendrer. Donc c'est un peu technique, ce qu'il faut simplement retenir, c'est que le cancer est fait d'un amas de cellules qui naît et qui grandit, et que du coup, si on prend trop de glutamine ou si on prend de la glutamine sur le long terme ou que l'on en prend alors qu'on n'en a pas besoin, et bien sur le long terme, ça peut favoriser le développement de cellules cancéreuses qui se seraient formées, donc indépendamment bien sûr de la prise de la glutamine. Sixième conseil, c'est de prendre des compléments alimentaires qui nous sont personnalisés, et j'insiste, il existe énormément de compléments alimentaires qui peuvent être bénéfiques pour notre système digestif. Je pense au charbon, à l'aloe vera, à l'argile, au trifala, aux probiotiques, etc. Mais tous ces compléments ne sont pas forcément intéressants et peuvent même être dangereux ou provoquer des troubles si on les prend alors que justement ils ne nous conviennent pas en fonction de notre profil, de notre sensibilité digestive et d'autres facteurs qui sont un petit peu techniques. D'une manière générale, il vaut mieux prendre des compléments alimentaires ou des super aliments adaptés à notre profil une fois que notre état digestif est stable. Donc ça concerne les personnes qui ont un pic inflammatoire du SI. La majorité des cas, il est conseillé d'attendre la fin du pic, donc de stabiliser l'état digestif avec d'autres outils que la prise de compléments alimentaires. On en vient ensuite aux techniques manuelles. Et le septième conseil, c'est d'aller voir régulièrement un ostéopathe qui travaille de manière fonctionnelle et non structurelle. Les ostéopathes qui travaillent de manière structurelle, généralement, ce sont les ostéopathes qui nous font craquer. Vérifiez auprès de votre ostéopathe ou des proches vous recommandant un ostéopathe si celui-ci fait craquer ou si celui-ci travaille de manière fonctionnelle et non structurelle. Le huitième conseil, c'est d'essayer d'être un peu plus attentif et conscient aux postures que l'on adopte lorsque l'on est assis et debout. Donc ça, peut-être que votre ostéopathe pourra un peu plus vous aider et vous expliquer l'importance et justement comment vous asseoir et vous mettre debout d'une manière à ce que ça puisse soulager votre système digestif et ne pas accentuer l'inflammation sur certains sites de votre côlon et de votre intestin. Je sais que c'est un détail qui peut paraître un peu bizarre, peut-être parce que justement on peut avoir de la difficulté à comprendre comment physiologiquement ça a un lien. La manière dont on s'assoit, on se tient debout et on respire a directement un impact sur notre système digestif, nos viscères. Donc on en vient à la sphère psychologique et émotionnelle. Au cours de notre vie, je pense que c'est intéressant pour notre bien-être psychologique de faire un travail sur soi d'un point de vue émotionnel et psychologique, seul avec des outils comme le soutien de livres, de lectures, d'applications, etc. Ou alors accompagné d'un thérapeute comme un psychologue ou un sophrologue. Mais lorsque l'on est concerné par le SI, il est d'autant plus important de faire un travail sur soi, sur la sphère émotionnelle et psychologique. Selon ce que l'on a déjà effectué au cours de notre vie sur soi d'un point de vue psychologique, ça peut être intéressant de creuser davantage sur des thématiques que l'on n'a pas encore investiguées ou creusées. Pour information ou rappel, j'accompagne des personnes en naturopathie ayant des problèmes digestifs ou non, et la prise de rendez-vous peut être faite sur mon site. Et si vous appréciez mon travail et mes partages, sachez que vous pouvez retrouver d'autres vidéos et des recettes que je publie tous les mois sur mon Patreon. Dans l'article rattaché à cette vidéo sur mon site, je vous mettrai certaines ressources évoquées dans cette vidéo, comme un article expliquant ce que c'est que l'ostéopathie fonctionnelle, un article sur le ghee, le beurre clarifié, un autre article parlant un peu plus en détail des oméga 3, etc. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et n'hésitez pas à l'envoyer à certains de vos proches si parmi les membres de votre famille ou de vos amis, il y a des personnes qui ont une sensibilité digestive de type inflammatoire. Sur ce, je vous envoie beaucoup de douceur et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.